le double enlèvement extraterrestre. La plupart des témoins qui se sont retrouvés, un jour, mêlés à des phénomènes extraterrestres, souffrent au regard des autres. Certains choisissent de se taire pour ne pas passer pour des fous. D'autres rendent publiques leurs curieuses et parfois effrayantes rencontres. Puis finissent par le regretter. Car comment accepter, dans nos sociétés modernes, que des êtres venus de l'espace choisissent quelques individus au hasard pour les emmener dans leur vaisseau le temps d'une expérience? Pour Charles Hickson et Calvin Parker, deux Américains originaires du Mississippi, il faudra que la population se rende à l'évidence. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ils l'ont constaté un jour d'automne 1973. Ça s'est passé un jeudi, le 11 octobre plus précisément. Charles Hickson et Calvin Parker, deux collègues qui se sont rencontrés sur le même chantier naval de Walker, s'apprêtent à vivre une expérience qui va bouleverser leur vie. Tous deux sont passionnés de pêche. Ils comptent bien profiter de cette fin de journée pour s'adonner ensemble à leur passion. Les rives de la rivière Pascagoula, dans le Mississippi, est le spot idéal pour attraper quelques beaux spécimens. Cependant, la journée commence mal. Les deux hommes n'attrapent rien du tout. Charles, un peu plus expérimenté de par son âge, suggère de changer de place. Il pense que du côté de l'ancien chantier naval de Shawpeter, ils auront plus de chance. Il sait qu'il s'y trouve de nombreuses truites. Si les deux hommes attendent la tombée de la nuit, ils pourront repartir avec une belle prise. Aux alentours de 21h, quelque chose de bizarre se produit dans le ciel. Tout a commencé par une sorte de sifflement. Quelque chose de lumineux venait d'entrer dans l'atmosphère. Au bout de quelques minutes, les pêcheurs parviennent à distinguer, malgré la forte lumière bleutée, les formes d'un engin gigantesque planant au-dessus d'une zone marécageuse. La chose, qu'ils identifieront comme un vaisseau spatial, mesure près de 2,50 m de haut et 10 mètres de large. On peut déjà s'interroger sur la précision de la description, mais ce n'est pas ce détail qui est le plus intrigant. Hickson et Parker affirmeront à la police avoir vu un encadrement lumineux apparaître dans la nuit. Le vaisseau s'est ouvert et 3 créatures à l'aspect humanoïde en sont sorties. Elles semblaient flotter dans les airs. Les extraterrestres se rapprochent des pêcheurs, effrayés par cette rencontre. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir des personnes de petite taille, minces, la peau grisâtre, arborant des mains crochues, des pieds sans orteils et une tête bien plus grosse que le reste du corps. Leur description ressemble étrangement aux représentations maintes fois reproduites dans des livres de science-fiction. Comme si la fiction venait soudainement de surgir dans leur réalité. Et selon Charles Hickson, c'est pourtant bien le cas. Ils ne se sont pas soudainement retrouvés sur le plateau de tournage d'un film fantastique. Ils ne se sont pas non plus mis soudainement à rêver. Les sensations sont bien réelles. Il a clairement entendu les créatures communiquer entre elles dans une sorte de bourdonnement. Lui et Calvin Parker se sont fait attraper les bras avec des pinces qu'ils décriront comme celles appartenant à des homards. Soulevés à quelques centimètres du sol, ils sont escortés jusqu'au vaisseau spatial. Parker est incapable de décrire ce qu'il s'est passé ensuite, puisqu'il s'est évanoui. En revanche, Charles affirme s'être retrouvé au centre d'une salle entièrement vide, éclairée par une lumière très puissante, presque aveuglante. Il dit s'être senti seul et flotter au-dessus du sol pendant un temps, avant qu'un appareil, qu'il décrit comme un œil métallique, se mette à tourner autour de lui. Il ne sait pas du tout ce que les extraterrestres sont en train de faire. Il est obnubilé par une question. Va-t-il retrouver sa famille? Finalement, après un examen de 30 minutes, Charles et Calvin sont ramenés au niveau du ponton de bois. Charles y retrouve avec un grand soulagement son matériel de pêche. Son jeune collègue peine à reprendre conscience. Il est en moins bonne forme que lui, ne parvient plus à tenir sur ses jambes. Le vaisseau est déjà parti. Les deux hommes restent sur la rive, silencieux, cherchant à comprendre l'incompréhensible. Finalement, ils décident de retourner à la voiture et de rentrer chez eux. Durant cette partie de pêche, ils n'auront finalement rien attrapé d'autre qu'un poisson-chat. Sur le trajet du retour, ils ne peuvent pas s'empêcher de ressasser tout le cours des événements.
Calvin se souvient bien de l'apparence des créatures, mais il n'est pas conscient de toutes les expériences qu'ils auraient pu faire sur eux. Et dans quel but? Les deux hommes ne trouvent pas que quelque chose ait changé en eux. Peut-être que les extraterrestres étaient simplement curieux et voulaient savoir de quoi les humains étaient faits. Charles Hickson, après réflexion, réalise que leur présence pourrait présenter une véritable menace pour son pays. Bien que les deux hommes s'étaient dit qu'ils garderaient cette histoire pour eux, le plus âgé des deux se sentirait coupable en cas d'invasion extraterrestre. Il pourrait prévenir l'armée, les mettre en garde d'une attaque imminente. En fin de soirée, Charles envisage de prendre contact avec la base aérienne de Kistler, à Biloxi. Il sait que l'armée de l'air participe activement à des enquêtes sur le phénomène des ovnis depuis le prétendu crash de Roswell. Avec un vaisseau d'une telle envergure, il est impossible que les deux hommes soient les seuls à avoir été témoins de l'atterrissage. Le sergent, qui réceptionne l'appel, le renvoie vers la police. Il ne semble pas vraiment croire à son histoire. De toute façon, cela fait déjà bien longtemps que les militaires ne s'intéressent plus aux ovnis. Mensonge, secret défense, Charles ne compte pas en rester là. Les deux pêcheurs se rendent dans le bureau du shérif à Jackson, emportant avec eux l'unique preuve de leur présence près de la rivière. Bien qu'un poisson-chat mort ne puisse pas dire grand-chose pour prouver leur histoire. Le shérif Fred Diamond envisage d'abord de leur faire passer un test d'alcoolémie. Il se révèle positif. Les deux hommes avouent avoir bu du whisky, mais uniquement après l'enlèvement, pour se donner un peu de courage, avoir la force de raconter cette histoire traumatisante. Au bureau du shérif, personne ne les croit. Pour les policiers, ce sont simplement des alcooliques qui ont eu une hallucination. Ils repartiront du poste de police avec une amende pour conduite en état d'ivresse. Quelques jours plus tard, ce petit passage dans le bureau du shérif de Jacksonville fait le tour du comté. Certains policiers n'ont pas pu s'empêcher de raconter à tout le monde que deux idiots étaient venus un soir leur raconter une histoire de petits hommes verts. Du moins, dans ce cas précis, de petits hommes gris. Hickson et Parker, plus ridiculisés que jamais, essayent de se faire discrets au chantier sur lequel ils travaillent. Mais comment être invisible lorsque des journalistes commencent à s'intéresser à leur cas? Les deux hommes acceptent de répondre aux questions de quelques journalistes, avec le sentiment qu'une fois de plus, on allait déformer leurs propos pour les faire passer pour des fous. Cette fois-ci, c'est différent. Leur récit intéresse les docteurs James Harder et Allen Hynek, des chercheurs spécialisés dans le phénomène des ovnis à Chicago. Les deux hommes pensent qu'en utilisant la technique de l'hypnose, ils allaient pouvoir tirer un récit empli de vérité de la bouche des deux témoins. Mais c'est sans compter sur le désistement de Charles Hickson. Pris de panique, il refuse l'expérience. Il prétend qu'il ne supporterait pas de revivre ce traumatisme qu'il compte bien oublier. Pourtant, les deux hommes enlevés doivent se rendre à l'évidence. Il est impossible d'oublier cet enlèvement puisque désormais leur histoire est célèbre. Tout le monde à Pascagoula et dans tout l'État du Mississippi est au courant de leur histoire. Hickson et Parker ne peuvent pas faire un pas dehors sans qu'on les interpelle sur la présence d'extraterrestres dans la région. Quand ils en ont l'occasion, les personnes qu'ils côtoient se moquent d'eux. Pour essayer de redorer leur blason, ils se prêtent au jeu des interviews en donnant beaucoup de précisions sur cette expérience. Charles Hickson s'autodésigne comme porte-parole. Il préfère que sa réputation soit salie plutôt que celle du jeune Calvin Parker. Ce dernier a du mal à se remettre de cette expérience. Il doit arrêter son travail sur les chantiers pour se faire hospitaliser pour dépression nerveuse. Cette histoire d'enlèvement extraterrestre semble aller trop loin, beaucoup trop loin, pour que cela ne soit qu'un simple canular. Ou peut-être que simplement, Hickson et Parker se sont justement laissés dépasser par cette blague ou cette hallucination qu'ils n'auraient eue que sous les effets de l'alcool. Personne ne connaît vraiment la personnalité des deux hommes. Peut-être que Calvin Parker était de nature dépressive et que son hospitalisation n'avait rien à voir avec l'enlèvement traumatique qu'il a subi. Il est également possible que les moqueries dont ils ont fait les frais aient augmenté l'état dépressif du jeune homme. Quoi qu'il en soit, un nouveau fait pourrait remettre en cause leur témoignage. 20 jours après le supposé atterrissage du vaisseau extraterrestre, Charles Hickson se présente seul dans un centre spécialisé à la Nouvelle-Orléans. Il y subit une série de tests voués à déterminer la véracité de son récit. Le chercheur qui dirige les opérations s'appelle Scott Glasgow. Après plus de 2 heures et demie de tests,
il affirme que Charles ne pouvait dire que la vérité. Or, Scott est un simple opérateur. Il s'est simplement contenté de suivre des procédures sans savoir comment interpréter les résultats. Il s'avère qu'il n'est pas encore diplômé et n'a donc pas terminé sa formation sur le détecteur de mensonges. Cette information provient du journaliste américain Philip J. Klass. Dans ses articles, il tente à démontrer toute la supercherie autour de cette affaire qui fait de plus en plus de bruit. Surtout, depuis la publication en 1983 d'un livre de Charles Hickson lui-même sur ce qu'il a vu, intitulé « Rencontre extraterrestre à Pascagoula ». Un livre qu'il n'a pas écrit en collaboration avec son acolyte Calvin Parker, mais William Mendes, un simple professeur de collège passionné d'ufologie, l'étude des phénomènes tels que les objets volants non identifiés, les ovnis. Étrangement, Calvin Parker a cessé de faire parler de lui. Le livre d'Hickson et de Mendes contient des informations précises sur l'événement, des photos et des interviews. Une gigantesque publicité qui tente à prouver l'existence d'aliens dans une époque encore troublée par les menaces d'une troisième guerre mondiale. Ce n'est pas au goût du journaliste Philip Klass, qui souligne également que Charles avait refusé de se soumettre à un nouveau test au détecteur de mensonges réalisé par un opérateur expérimenté de la police. Le journaliste est salué par le sceptique John Nickel. Ce dernier pointe le comportement douteux du témoin lors de ses passages à la télévision. Pour lui, Charles Hickson n'a pas hésité à exploiter la faiblesse d'esprit du jeune Calvin pour mieux mettre en avant ses propos. Charles Hickson serait-il en manque d'attention ou serait-il assez jusqu'au-boutiste pour mentir 2 fois? Rencontre extraterrestre à Pascagoula comporte également un deuxième témoignage datant de février 1974. Pendant une partie de chasse, Charles a vu le même engin alien une seconde fois. Cette fois-ci, il n'a pas vu de petits hommes gris en descendre, mais a entendu une voix provenant de ce qu'il semblait être un signal radio. Voici ce qu'il rapporte dans son livre. « Dites aux gens que nous ne vous voulons aucun mal. Vous avez souffert, vous avez été choisis. Vous ne devez pas avoir peur, votre monde a besoin d'aide. Nous allons vous aider avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas prêts à comprendre. Nous reviendrons bientôt. » Ce même message, il l'aurait entendu une seconde fois, 1 mois plus tard, alors qu'il était chez lui. Selon l'ufologue Hynek, il se pourrait bien que les aliens aient placé un implant indétectable dans son corps pour garder le contact. Mais dans quel but? Tout cela reste un mystère. De temps en temps, des affaires d'enlèvement extraterrestre sont rapportées à travers le monde. Des personnes qui ne se connaissaient pas auraient vécu la même expérience, à quelques détails près. Serait-ce suffisant pour crédibiliser l'enlèvement de Charles Hickson et Calvin Parker? À vous d'en juger, selon vos propres convictions. Mais sachez qu'aucun fait scientifique ne vient confirmer les récits de Parker et Hickson, pour l'instant. Mystérieuse fortune de l'abbé Saunière. Si vous avez vu ou lu le Da Vinci Code, le nom de Béranger Saunière ne vous est peut-être pas inconnu. Ce prêtre, qui a officié à Rennes-le-Château pendant plus de 30 ans, a du jour au lendemain fait l'acquisition d'une improbable fortune. Bien que cet argent ait été utile pour la rénovation de sa paroisse, cette subite richesse fait l'objet de bien des mystères. Dan Brown défend la théorie qu'une partie du trésor des Templiers aurait été dissimulée sous la chapelle de l'église. D'autres évoquent un pacte avec le diable. La mystérieuse fortune de l'abbé Saunière serait-elle d'origine surnaturelle? Des sceptiques ont émis d'autres théories tendant à prouver que cet argent pourrait bien être la preuve de quelques pratiques illégales. À ses débuts, rien ne prédestinait Béranger Saunière à être prêtre. Sa famille n'est pas particulièrement pratiquante. Son père Joseph est bien plus préoccupé par les affaires de l'État, puisqu'il exerce la fonction de maire du village de Montazel, dans l'Aude. Les Saunière, bien qu'ils ne soient pas de première noblesse, sont les plus riches du village. Leur demeure en hauteur surplombe Montazel, et de la fenêtre de sa chambre, le jeune Béranger peut observer les contours de Rennes-le-Château, sa future paroisse. En intégrant le grand séminaire de Carcassonne, il ne s'est d'abord pas donné l'objectif de devenir prêtre. Passionné d'histoire et de langue, il envisage une première carrière d'enseignant.
Il maîtrise le latin, le grec ancien et l'hébreu. Il enseignera les langues au séminaire durant une courte période, avant d'accepter un poste de diacre, puis de prêtre, le 1er juin 1879. Un mois et demi plus tard, on lui attribue un poste à Alette-les-Bains, une petite bourgade perdue au milieu des collines. Pendant presque 6 ans, l'homme est chargé de s'occuper de la paroisse de villages isolés. Cette situation ne lui convient pas vraiment. Ce qu'il préfère, c'est la grande ville. Il parvient à négocier un poste de professeur à Narbonne, mais son attitude rebelle ne plaît pas. Il est envoyé de nouveau en pleine campagne, à Rennes-le-Château. L'abbé y trouve une église et un presbytère délabrés. Les autorités religieuses semblent ne pas vouloir s'investir dans la réhabilitation des lieux. Les premières messes seront données dans une église dont le toit fuit. Pire, pratiquement aucune lumière n'entre dans l'édifice, puisque les vitraux, tous cassés, sont bouchés par des planches. Heureusement, Béranger Saunière n'a que 33 ans. Il a encore assez de force pour s'engager dans de gros travaux. Seulement s'il trouve le financement nécessaire pour le faire, bien sûr. Il ne peut pas compter sur l'argent de la quête. La paroisse ne compte pas plus de 200 fidèles. Certains sont déjà bien vieux. L'église ne fait pas salle comble. Les fidèles craignent que la cloche leur tombe sur la tête, tant le clocher est lézardé. Le prêtre demande l'aide de l'église. L'institution ne répond pas à ses sollicitations. Il doit se contenter d'une chambre chez une paroissienne du nom d'Antoinette Marre. Son appartement est tout bonnement inhabitable. On peut compter un peu sur l'aide d'un certain Élie Bott, un limonadier particulièrement doué en maçonnerie, qui accepte d'engager quelques travaux de surface gratuitement. La mairie du village accepte de payer une partie des travaux, mais la somme allouée est bien mince. Si l'Église n'intervient pas, il faut que l'État fasse quelque chose. Aucune solution n'est trouvée. L'abbé Saunière se sent bien seul. Une colère grandit en lui. Dans ses homélies, il n'hésite pas à dénoncer l'ordre établi, évoque un complot des francs-maçons. En 1885, il ne fait plus aucune distinction entre religion et politique et appelle à soutenir les royalistes lors des élections législatives. Le prêtre vient d'outrepasser ses prérogatives. Il sera suspendu durant 6 mois. Une décision qui ne vient pas de l'Église, mais du ministre des Cultes, René Goblet. Dès son retour, il fait engager de gros travaux grâce à des aides extérieures. On retrouve la trace d'un don fait en 1887 de 700 francs. Cet argent proviendrait d'une ancienne paroissienne, Marie Cavaillé de Coursan. Un bien précieux qui permettra à l'abbé Saunière de faire remplacer le maître-autel, de réparer la toiture, les infiltrations d'eau, mais aussi le clocher. Élie Bott, d'abord bénévole sur les chantiers réalisés uniquement le week-end ou en fin de journée après son travail, devient le maçon attitré de la paroisse. C'est le début de travaux qui vont durer plus de 10 ans. Une fois l'église et le presbytère remis à neuf, Béranger Saunière semble avoir été piqué par une forme de mégalomanie. Il fait construire des bâtiments qui sortent du cadre de la maison de Dieu. En 1899, sans que personne ne comprenne la manière dont il s'y est pris, l'abbé fait l'acquisition de 6 terrains dans la commune. Cela lui permet de laisser libre cours à ses fantasmes les plus énigmatiques. Tous les bâtiments construits sous son règne font le prestige de Rennes-le-Château. Et pour cause, Saunière fait construire un jardin d'agrément, une serre, la tour Magdala, basée sur un modèle médiéval, et la célèbre Villa Betania. Des questions sont pendues à toutes les lèvres. D'abord, à quoi tout cela pourrait bien servir? La tour Magdala, se dressant fièrement sur une colline, devait servir de lieu de méditation pour le prêtre et contenir une impressionnante collection de livres. La Villa Betania, quant à elle, devait permettre aux anciens ecclésiastiques à la retraite de s'y reposer. Dans les faits, elle a servi de lieu de résidence à une jeune femme, Marie de Narnaud. Sa présence dans la paroisse est sujette à polémique. L'abbé Saunière l'avait nommée gouvernante, une fonction tout à fait normale pour l'époque. En revanche, son jeune âge, 18 ans, a laissé grossir de nombreuses rumeurs. Et si le père Saunière avait une liaison? Ce serait un véritable sacrilège, un blasphème envers le catholicisme. Mais d'ailleurs, a-t-il vraiment la foi? Quelques paroissiens doutent des réelles convictions religieuses de leur jeune prêtre. Ces messes ne sont pas conventionnelles
Et toute cette fortune, d'où sort-elle? Un prêtre ne doit-il pas faire vœu de pauvreté? Ça ne peut être que l'œuvre du diable. L'idée d'une intervention diabolique n'est pas majoritaire. Elle fait partie de nombreuses spéculations autour de ce subit étalage de richesses. Paul-Félix Bovin de Beauséjour, le nouvel évêque de Carcassonne, remarque une première supercherie. Les livres de comptes de l'abbé sont truqués. Les activités de construction ne sont donc pas légales. Interrogé à plusieurs reprises, Béranger s'en défend, affirmant que l'argent provient de dons de bienfaiteurs anonymes. Il sera finalement soupçonné de piller les tombes de sa paroisse et de celles avoisinantes. Il se pourrait même qu'il soit au cœur d'un réseau de trafic d'objets sacrés. Une telle accumulation de péchés ne coïncide pas avec une profession ecclésiastique. Alors on préfère chercher une explication un peu plus fantasque, mais fascinante. La fortune de l'abbé Saunière remonte à l'époque où il avait engagé les ouvriers pour remplacer l'ancien hôtel. Lors de son démantèlement, des ouvriers découvrent 4 vieux parchemins. L'un énumère les descendants du roi Dagobert II. L'autre est un testament indiquant la généalogie des Mérovingiens de 1200 à 1644. Le troisième contenait également un autre testament dont on ignore le contenu. Le dernier renferme un code secret, dissimulé à travers plusieurs pages de l'Ancien Testament. Pourquoi ces documents se trouvaient-ils à cet endroit? Comment étaient-ils parvenus jusque-là? Qui avait bien pu les déposer? Dans quel but? Autant de questions qui, visiblement, ne semblent pas plus intriguer que ça l'abbé Saunière. Il aurait simplement fait une copie avant de les céder à la mairie de Rennes-le-Château. Soudainement disparus dans un incendie, les parchemins n'ont de légitimité que dans la mémoire d'Élie Bott. Une autre histoire rapporte la découverte d'une dalle en 1891, au moment où les ouvriers s'apprêtent à rénover le sol de l'église. Le gros bloc de pierre contient de mystérieux reliefs. Certains disent que la cavalière assise en Amazone et le cavalier tenant une lance seraient des références au sceau des Templiers. La vérité historique est un peu moins extraordinaire. Le secret de la mystérieuse fortune est finalement enterré avec son détenteur le 22 janvier 1917. Béranger Saunière s'est éteint, riche, à l'âge de 65 ans. On peut supposer que les affaires obscures de l'ecclésiaste ont pu financer ses constructions. L'idée du pillage des tombes revient souvent. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que cet argent provienne du supposé trésor des Templiers, dont on ne retrouve historiquement aucune trace. La fameuse dalle retrouvée sur le plancher de l'église comporte bien des gravures. Cependant, celle-ci ne date pas de l'époque des Templiers. La pierre remonte à l'époque carolingienne et représente ce qui semble être une scène de chasse. On suppose qu'elle a pu servir à recouvrir le tombeau des seigneurs de cette époque à Rennes-le-Château. Dans son livre Da Vinci Code, l'auteur Dan Brown évoque l'existence des parchemins. Selon lui, il y figurerait les noms de plusieurs membres d'un mystérieux prieuré, le prieuré de Sion. Cette organisation est en réalité un pastiche fondé en juin 1956 par Pierre Plantard. Ce prieuré n'a rien de religieux. Il s'agit d'une simple association défendant la construction de HLM et les droits de ses habitants à Annemasse. Nous sommes bien loin de la légende affirmant que les grands maîtres du prieuré figurant sur ce parchemin détenaient le secret du trésor de Rennes-le-Château. En revanche, il est vrai que Pierre Plantard avait bien l'intention de se moquer de la légende entourant Rennes-le-Château par la création de ces faux parchemins, datant en réalité de la deuxième moitié du XXe siècle. Finalement, ces parchemins ne sont peut-être que le résultat d'une rencontre fortuite avec Noël Corbu, le dernier héritier connu de Béranger Saunière.